Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole. Vous le savez, aujourd'hui, donc on entame le 11e webinaire, donc on en est assez fiers et toujours avec des intervenants de qualité. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie Chollet. Bonjour Émilie. Bonjour. Qui va nous rappeler qu'il est indispensable d'être à l'écoute de ses clients et de son environnement pour toujours affiner son positionnement et assurer son développement d'entreprise. Mais la question, c'est avec quel outil et quelle méthodologie. Donc, Émilie va nous expliquer tout cela et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à intervenir et poser vos questions via le chat. Voilà, à toi de jouer, Émilie. Bon webinaire à tous et à très bientôt. Bonjour à tous. Alors, du coup, effectivement, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience de chargée d'études qualitatives que j'ai pu effectuer pendant 3 ans et qui m'a permis d'avoir un peu des clés pour récolter des données et avoir un petit peu une visibilité différente sur les besoins de sa cible et de ses consommateurs. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment effectivement d'avoir des clés, des outils pour savoir comment réinterroger son marché, se réinterroger sur son offre à travers justement ce recueil de données. Donc là, vraiment, je vais vraiment partager avec vous des bonnes pratiques, mais n'hésitez pas, via le chat notamment, à partager vous aussi vos bonnes pratiques, des outils, des sites que vous connaissez, des exemples aussi. On est vraiment là pour échanger et co-construire ensemble aussi tout ça. Au préalable, je voulais juste vous dire aussi que c'est un document que j'ai conçu assez dense avec une annexe, avec des documents pour vous. Je ne vais pas forcément aller en détail sur toutes les slides. Néanmoins, n'hésitez pas à noter des questions qu'on pourra reprendre à la fin si besoin. C'est là pour ça. Moi, je vais vraiment essayer de m'axer sur des points d'intention et des choses qui me semblent vraiment essentielles, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors effectivement, c'est juste en préambule, mais il faut effectivement bien avoir en tête qu'on est en train de vivre des vraies mutations de comportement, que ce soit des comportements de notre cible, bien sûr, mais aussi de vos équipes, des besoins de manière générale de vos partenaires, de vos ressources, etc. Et donc, il est vraiment essentiel et important d'être à l'écoute de ces nouveaux besoins et de savoir comment vous orienter votre développement demain et d'essayer d'anticiper pourquoi pas ce qui arrivera après. Donc vraiment être agile et à l'écoute de son environnement pour affiner son positionnement et son développement. Parce qu'effectivement, en lien avec ces mutations de comportement au niveau de nos cibles, effectivement, les acteurs qui vont, comme vous, devoir aussi se réinventer et ajuster leur proposition de valeur. Donc ça, c'est vraiment une constante et donc on va tous être dans la même situation. Donc il faut vraiment prendre le temps de réanalyser son environnement afin vraiment d'être en phase avec ses besoins. Donc les besoins actuels qui sont en train de changer et donc essayer de voir où il faut pousser les curseurs et comme on disait juste avant, d'essayer d'anticiper pourquoi pas des besoins qui vont naître ou qui sont en train d'émerger et d'essayer de voir s'il n'y a pas des tendances vraiment de consommation et de comportement qui vont arriver. Alors là, je vous ai juste fait une petite cartographie des endroits où on peut trouver de l'information quantitative sur son environnement et sur son marché. Donc là, vraiment, je vous ai fait une liste. Ils ont tous leur intérêt. Vous en connaissez les 3/4. C'est vraiment les sites les plus utilisés qui proposent des études assez complètes sur justement des comportements, des chiffres, des statistiques. Xerfi, c'est vrai que c'est des analyses sectorielles qui sont souvent payantes. Après avoir, en fonction, vous, de vos besoins aussi, ça peut parfois valoir le coup. Et effectivement, en fonction de vos secteurs de métier, il y a aussi les syndicats, les regroupements spécialisés qui peuvent aussi être de très bonnes ressources. Donc ça, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une petite liste. On n'y pense pas assez. Je tenais à faire un petit point sur ce sujet-là qui me semblait intéressant. On est dans un environnement, dans un contexte où on a tendance souvent à être un peu focus sur oui, nous, comment on va faire aujourd'hui pour rebondir, etc. Eh ben, la coopétition, ça peut être aussi un moyen, un levier. Alors, la coopétition, c'est un mélange entre la coopération et la compétition. Donc, effectivement, d'essayer
de changer de regard sur ses concurrents et de pourquoi pas les envisager comme des partenaires, pourquoi pas en alliant vos compétences, vos savoir-faire, vos expertises pour créer une valeur ajoutée demain sur un nouveau produit, un nouveau service ou le perfectionner. Enfin, il y a vraiment moyen d'imaginer des synergies et des choses vraiment différentes. Donc, peut-être aussi profiter de ce moment-là pour réinterroger son marché, mais aussi réinterroger ses partenaires, leur posture, leurs propositions de valeur et voir comment vous pouvez créer une valeur différente avec cet aspect-là. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment on peut recueillir de la donnée sur le terrain. Donc, il y a effectivement les données quantitatives et les données qualitatives. Alors moi, il est vrai que j'ai une expertise un peu plus axée sur la partie qualitative. Néanmoins, j'ai quand même essayé de dérouler avec vous des bonnes pratiques et des outils, des méthodologies pour pouvoir faire mener aussi bien l'un que l'autre. Alors déjà, on va juste faire un point sur les différences entre les deux types d'études. Effectivement, les études quantitatives, ça va vraiment être, comme l'objectif, ça va vraiment être de collecter des données brutes, factuelles, qui vont souvent être avec des questions semi-fermées et sur une grande partie de participants. Donc, c'est vraiment un échantillon large. L'idée, c'est qu'on récolte vraiment de la donnée massive et donc on va avoir des statistiques comme résultat la plupart du temps. Contrairement aux études qualitatives, qui, elles, vont avoir comme objectif de recueillir des données vraiment de façon approfondie afin de comprendre des comportements, des perceptions, des opinions, des expériences. Et donc là, on va être vraiment sur un panel beaucoup plus restreint. Donc moi, je vais dérouler avec vous un petit peu comment on échantillonne, comment on sélectionne, comment on peut procéder pour construire un petit peu tout ça. Parce que c'est vraiment deux méthodologies vraiment très différentes. Donc on va commencer par les études quantitatives. Alors, les études quantitatives, pour quel type de sujet? Alors là, je vous ai vraiment fait un zoom sur une petite liste de ce sujet, mais il y en a vraiment des tas en fonction vraiment de vos problématiques à vous aussi. Donc, n'hésitez pas aussi sur le chat à partager vos problématiques du moment, si on peut aussi essayer de voir quel type de méthodologie peut être aussi adaptée, ou en tout cas essayer de donner des clés. Alors, je vous ai regroupé les majoritaires, on n'a qu'à dire. Donc, les études quantitatives peuvent servir pour faire une étude d'image et de notoriété, pour tester le lancement d'un nouveau produit, essayer de voir s'il y a un potentiel, si vous sentez qu'il y a une appétence pour une nouvelle manière de faire. Admettons, je sais pas, moi je veux lancer un produit complémentaire à ce que je fais aujourd'hui dans mon offre d'accompagnement. Est-ce que vraiment j'ai un marché là-dessus? Est-ce que les gens, ils n'ont pas l'air vraiment très, très intéressés? Donc, essayer de comprendre un petit peu, de tâter un petit peu le terrain, de faire un peu d'exploratoire. Ça peut être aussi l'opportunité de tester l'efficacité d'un message, c'est-à-dire voilà, si je vous dis, si je vous donne ça comme message, qu'est-ce que vous en pensez? Ou en tout cas, est-ce que vous trouvez ça pertinent, pas pertinent, etc. Évaluer la satisfaction d'un service, bien évidemment. On connaît tous les enquêtes de satisfaction qui sont un très bel exemple d'études quantitatives. C'est l'occasion aussi de vérifier la bonne adéquation entre le prix et l'offre, c'est-à-dire ça peut être aussi l'opportunité de vous dire voilà, si demain une entreprise vous propose ce produit ou ce service avec ce prix-là et sous telles conditions, est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, non, et peut-être d'intégrer une question ouverte pour essayer de comprendre pourquoi. Admettons, ça peut être un exemple d'application. Ça peut être effectivement étudier un positionnement, mais vraiment au sens large, c'est-à-dire d'essayer un petit peu de voir comment vos clients ou vos prospects ou vos partenaires vous situent, ont l'image qu'ils ont de vous. Donc ça peut être voilà, est-ce que comparé à tel ou tel concurrent, comment vous situeriez notre marque? Et puis là, vous pouvez faire une liste de choses que vous trouvez intéressantes à analyser et les gens vont pouvoir cocher. Vous allez pouvoir avoir une espèce de tendance sur ce que les gens vont penser de vous. Et bien évidemment, les études sociologiques. Donc là, c'est vraiment de l'étude comportementale très large, comme notamment en ce moment, on le vit assez bien sur tous les sondages que notre gouvernement nous partage. C'est vraiment de l'étude quantitative très, très, très large avec un mix de profils très, très diversifié. Alors, les études quantitatives, concrètement, c'est pour atteindre quels objectifs?
Alors, les études quantitatives, c'est vraiment pour mesurer des choses. Donc, c'est vraiment mesurer des comportements ou des phénomènes. Donc, on en revient à nos fameuses statistiques. C'est vraiment pour avoir des tendances, avoir une espèce de cartographie. Voilà, concrètement, le pourcentage de gens qui vont penser ça, qui vont penser ci. Donc, ça peut donner quand même des tendances et des fils à tirer pour savoir s'il y a des choses à mettre en place pour la suite. Ça sert aussi à valider des hypothèses, effectivement, comme on disait juste avant, voilà, d'essayer de voir si je peux avoir un nombre d'utilisateurs ou d'acheteurs potentiels par rapport à ma proposition, ma nouvelle offre, ou une offre un petit peu améliorée, ou si, admettons, voilà, demain je veux lancer un service de livraison d'activité de loisirs, je dis n'importe quoi. Est-ce que j'ai un potentiel? Sur qui j'ai un potentiel? D'où l'intérêt d'avoir quand même un échantillon assez large pour savoir si vous avez un potentiel de développement plus intéressant sur les 18-25, sur les familles, voilà, donc ça peut être vraiment intéressant pour ça. Valider aussi des tendances de consommation, de comportement. On est vraiment dans une phase où on est en train de changer nos manières de consommer. Donc, on prend l'exemple, admettons, des vêtements. Il y a de plus en plus de boutiques de vêtements qui mettent en place des systèmes alternatifs, c'est-à-dire, voilà, moi je vous propose de vous livrer vos affaires et de pouvoir le retourner sans condition d'achat, ce qui se fait déjà pour les enseignes, mais pas forcément pour les indépendants. Je vous propose du rendez-vous visio, du rendez-vous individuel sur mesure, etc. Et ben, c'est l'occasion de voir si est-ce que demain, vraiment, on va consommer pareil ce qu'on consomme aujourd'hui? Là, on prend les vêtements, mais je pense que ce sera pareil pour les restaurants qui se mettent de plus en plus à proposer des services de livraison emportés, etc. Il y a vraiment des choses aussi qui peuvent avoir des tendances sur un moment donné, mais qui peuvent aussi être des tendances de consommation qui vont être vraiment des vraies tendances qui vont durer. Donc, ça va être l'opportunité aussi de tester ça, d'évaluer des intérêts, effectivement, pour le type d'offre qu'on risque de proposer. Alors, j'ai mis entre parenthèses se constitue une base de données parce que dans l'idéal, si on arrive à intégrer le mail de la personne qui répond ou d'essayer de recruter, de récolter un peu de la donnée qualitative sur le répondant, ça peut permettre de vous constituer une base de données. Alors, il y a votre base de données client, mais si on part sur la base de données qu'on aimerait élargir avec des clients, des personnes qu'on a envie d'écouter, ça peut être aussi une manière de se constituer une base de données. Et comme on disait, d'explorer des comportements sur une typologie de cible. Si ce qui vous intéresse, c'est de savoir, bon, aujourd'hui, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les familles qui ont un jardin, qui sont en maison, qui habitent dans l'agglomération de La Rochelle aux alentours. Bon, j'ai envie de savoir, voilà, comment ils vivent le confinement, est-ce qu'ils ont des besoins différents, comment ils consomment, etc., pour essayer un petit peu d'évaluer des tendances de consommation un peu plus larges. Alors là, je passe rapidement là-dessus. C'était juste pour vous dire qu'en fait, dans les études quantitatives, il y a ce qu'on appelle les études d'observation. Donc là, on va vraiment observer du comportement, vraiment sur du chiffré. Donc là, je vous ai mis typiquement le parcours d'achat en magasin, comment les gens vont se comporter en magasin, où ils vont aller, etc. Et il y a les études quantitatives qui vont vraiment te permettre d'effectuer un sondage d'opinion et de perception. Et c'est vraiment sur ce point-là que moi, aujourd'hui, en tout cas, je vais accentuer les choses. Donc là, je vais essayer de voir avec vous un petit peu, c'est comment on construit le questionnaire, comment on sélectionne son échantillon de personnes à interroger, comment on administre son enquête, quand même important, et comment on catégorise et on analyse ses résultats. Ce qui est quand même le cœur aussi de toute cette méthodologie d'étude. Alors là, c'est vraiment encore une fois des tendances, des bonnes pratiques. Hein. Il y a vraiment, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça peut donner un indicateur. En général, dans un questionnaire, vous avez la partie introduction, donc la partie sujet de votre étude, parce que bon, si vous voulez que les gens répondent à votre étude, il faut quand même les sensibiliser et qu'ils comprennent un petit peu pourquoi ils vont répondre et c'est quoi vraiment le sujet. Donc ça peut être voilà, aujourd'hui, notre marque Boulanger décide de se réinventer et aimerait bien connaître un petit peu plus, être au cœur des besoins de ses clients. Donc voilà, on aimerait vraiment avoir vos besoins, récolter vos besoins et savoir si nous pourrions pas améliorer notre service, notre proposition de produits, etc. Ensuite, vous avez toujours une partie où il y a des questions sur l'identité du répondant. Ça paraît bête, mais c'est quand même hyper important pour ensuite récolter les données. Le sexe, la CSP, donc la catégorie socio-professionnelle,
ou pas, hein, c'est pas forcément des données qui sont indispensables, mais au moins le sexe, l'âge, le lieu d'habitation, etc., pour que vous puissiez quand même, vous, après, vous faire un profilage. Les questions du cœur de l'étude, bien évidemment, vraiment le cœur du sujet, et le petit mot, merci pour votre temps, qui est toujours quelque chose d'assez appréciable, parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment avoir donné la sensation aussi aux personnes qui vont répondre à ce questionnaire-là, qui vont participer aussi activement à votre développement, à tout ça, surtout quand on s'adresse à ses clients. Donc ça peut être, c'est quand même important. Juste un petit point d'attention aussi, attention vraiment à la durée du questionnaire. Alors là, j'ai mis maximum 10 minutes, mais vraiment maximum, parce que contrairement à du qualitatif, on le verra après, on peut prendre un peu plus le temps. Souvent, on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps à répondre à un questionnaire, même si le sujet nous intéresse. Donc, essayez de voir aussi, de construire les questions, d'aller à l'essentiel dans les questions et dans vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir comme objectif à la fin dans la récolte des données. Ensuite, donc là, je vous ai mis vraiment un exemple de typologie de questions, mais n'hésitez pas aussi à donner aussi vos idées, des exemples. Ça peut aussi servir à tout le monde, donc c'est vraiment top. Moi, j'ai vraiment mis des exemples pour pouvoir illustrer un petit peu les types de questions. Alors, vous avez bien évidemment les questions fermées à choix unique, c'est-à-dire oui, non. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous connaissez tel produit, telle marque? Oui, non. Et après, on peut commencer à dérouler le fil. Les questions de filtrage, on en parlait juste avant. Question de filtrage, parce que vous, en fonction de l'échantillon que vous allez mettre en place, on en parlera après, il y a des gens qui vous intéressent plus ou moins d'écouter. Donc, c'est important ces questions-là, parce que ça va vous permettre aussi, vous, de pouvoir dégager des tendances et d'isoler des données qui vous intéressent plus particulièrement, et de faire du croisement de données aussi. Les questions fermées à choix multiples. C'est vraiment une question où vous proposez une liste de choses et les gens vont pouvoir cocher. Donc là, je vous ai mis vraiment un exemple classique, mais je me suis imaginé dans une entreprise qui souhaite développer une application ou qui souhaite développer un service mobile ou internet un peu développé. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur internet? Là vous mettez la liste des navigateurs et puis après vous pouvez dérouler le fil. Mais il y a des tas de questions, des questions avec des listes qui peuvent exister, parce qu'il y a des questions à choix multiples aussi qui vont avoir comme objectif de comprendre un petit peu où vous vous situez vous aussi par rapport à vos concurrents. Par exemple, voilà, où avez-vous l'habitude d'aller acheter vos légumes bio? Vous mettez une liste et vous allez voir, vous pouvez vous mettre dedans aussi et voir où vous vous situez par rapport à tout ça. Il y a aussi effectivement donc, tout ce qui est questions ouvertes. Donc, il y a les questions ouvertes, c'est vraiment les questions où vous voulez avoir un maximum de données sur les perceptions des gens. Donc là, c'est vraiment des questions, vous avez un thème. Donc là, j'ai mis quels sont les sites internet de vêtements sur lesquels vous avez acheté au cours des 6 derniers mois. Pourquoi vous utilisez des applications numériques spécialisées sur la nutrition? Que pensez-vous de notre marque? C'est typiquement des questions où vous allez, votre objectif ici, ça va vraiment être d'avoir le ressenti un peu spontané et d'avoir vraiment même si ça reste du déclaratif, on en parlera après, il faut quand même faire attention à ce que vont dire les gens. Ça va vraiment vous permettre de ne pas induire aussi des réponses et de pouvoir inciter les gens à donner leur avis. Donc, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des idées de questions aussi qui peuvent enrichir par rapport à vous, votre domaine d'activité. Ce qu'on appelle aussi les questions de notation, c'est typiquement le fameux si vous deviez noter notre service de livraison sur une échelle de 1 à 10, quelle note mettriez-vous? Donc, faut pas non plus trop en mettre dans les questionnaires, mais ça peut être intéressant pour voir comment vous vous situez. Est-ce que ça peut vous permettre de tester effectivement, là j'ai mis service de livraison, mais c'est vrai que ça peut être, voilà,
par rapport à un tissu que vous utilisez pour la création de vêtements, je sais pas, ou par exemple par rapport à une gamme de produits, par rapport à voilà, si vous vendez des tablettes, si vous avez une application qui a plusieurs fonctionnalités. Enfin, ça peut vraiment essayer de voir un petit peu, ok, si je suis au niveau 5, eh ben, il y a peut-être des choses à perfectionner aussi. Et les questions d'échelle d'attitude, c'est intéressant aussi parce que ça va vous permettre un petit peu de récolter des informations qui vont être un petit peu subjectives, je m'entends, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'induire du biais, mais de pouvoir proposer une échelle de perception qui va vous permettre vous de vous situer aussi en complément justement de ces questions de notation. Là, j'ai mis un exemple tout simple. Pour vous, la qualité de vie au travail, c'est avant tout. Et là, vous mettez toute une liste. Il y a effectivement le fameux tout à fait d'accord, ni pas d'accord, tout à fait d'accord, mais il y a aussi c'est très important pour moi, c'est peu important, c'est voilà, tout ce qui va vous permettre d'un petit peu graduer justement ces perceptions-là, ça va être assez intéressant comme données analysées. Là, je vous ai juste mis un petit peu les bonnes pratiques justement pour justement ces questionnaires-là. Donc, on a surtout des questions précises, courtes et claires, c'est-à-dire on revient à l'idée d'aller à l'essentiel justement pour ne pas perdre le répondant et pour aller justement à l'essentiel dans la récolte des données. Un sujet par question, plutôt varier les formulations et les types de questions. Ne pas toujours mettre non plus des questions à réponse obligatoire parce que ça peut être un frein aussi à la réponse, donc il faut essayer de varier un petit peu tout ça. Et alors, très important aussi, un vrai conseil, c'est avant de l'envoyer et de le tester, d'administrer votre enquête, vraiment ne pas hésiter à récolter un petit groupe de personnes, l'entourage, votre réseau, enfin des gens en qui vous avez confiance. Vous avez effectivement le fait de le tester auprès de ce groupe-là pour savoir s'il y a des choses. Écoute, là, j'ai pas trop compris ce que tu voulais avoir comme réponse. Il y a peut-être des choses à perfectionner avant de l'envoyer. Ça peut être très intéressant. Oui, je vois un petit peu les réponses à côté. Effectivement, on va parler un peu plus des canaux après, un petit peu plus des canaux de diffusion. Si j'ai pas le temps de répondre à tout pendant l'heure, on y répondra après. Il y a la partie effectivement, donc une fois qu'on a construit un peu tout ça, il y a la partie aussi, enfin c'est en parallèle tout ça, mais la partie échantillonnage. Donc comment je vais choisir, comment je peux choisir mon échantillon. Et ben en gros, faut vraiment réfléchir à vos critères, qui vous avez envie d'écouter, quels sont les profils de personnes que vous avez envie d'écouter. De justement sélectionner ces personnes-là en fonction de la population mère. C'est tout simplement les personnes sur les on porte étude qui sont représentées sur votre marché global. Je vous ai mis un exemple après. Typiquement, donc souvent une des méthodes les plus utilisées, c'est la méthode des quotas. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une répartition représentative par rapport à la population mère dont on parlait juste avant. Un exemple, vous vous rendez compte qu'il y a 55% de femmes dans la population française, vous souhaitez écouter 500 personnes, c'est des personnes vraiment qui vous intéressent, ben vous allez en interroger 275. C'est essayer de faire des quotas par rapport encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure par rapport aussi aux besoins et aux attentes. Donc ça, c'est vraiment des tendances. Après, il faudrait un peu plus approfondir par rapport à vos sujets. Et voilà un petit peu comment vous pouvez créer votre échantillon. Mais alors, je reviens juste un petit peu avant. Sur l'échantillonnage, même si vous avez une population cible que vous avez vraiment envie d'écouter, rien n'empêche que vous ouvriez un petit peu le champ des possibles en faisant de l'exploratoire sur des cibles sur des personnes que vous n'avez pas aujourd'hui en client ou en partenaire notamment en client et que vous souhaitez interroger. Ça peut être aussi cette dynamique-là. Alors, comment l'administrer ? Alors, l'administrer, il y a la technique classique, c'est sur le terrain. Donc, en général, on en a tous vu, des enquêteurs ou des personnes qui veulent récolter de l'information. Alors, c'est souvent un peu compliqué d'ailleurs de récolter de l'information sur le terrain parce que les gens sont pas forcément disponibles et prêts à répondre à ce genre de questions. Mais ça, c'est la méthodologie la plus frontale où on peut faire du face-à-face avec les gens. Donc, du coup,
Ça peut être pas mal. L'auto-administré, donc là, c'est vraiment, vous envoyez votre questionnaire sur, je sais pas, via une newsletter, sur les réseaux, sur vos communautés, etc. On en voit plein d'ailleurs en ce moment. Je vous invite à notamment regarder sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'exemples des entreprises qui justement mettent à disposition des questionnaires comme ça pour que les gens puissent y répondre. Donc ça peut être aussi une bonne manière un bon sourcing pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe. Et la technique du téléphone. C'est les 3 techniques, moi, que j'ai retenues pour administrer l'enquête. Alors, dans le contexte dans lequel nous sommes, ça va être très axé sur du questionnaire auto-administré. Donc, sur la manière de le diffuser, encore une fois, où il y a vraiment les réseaux, les communautés, tout, enfin vraiment considérer que les gens qui sont dans notre réseau sont des prescripteurs aussi, ils peuvent diffuser en masse nos questionnaires si on en a besoin. Donc, ça peut être vraiment cette opportunité-là. Par contre, juste un point d'attention, il faut vraiment faire attention à l'interprétation des résultats quand on fait notamment de l'auto-administré parce que c'est du déclaratif pur qui n'est pas forcément vérifiable. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en face de la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment justement de miser sur de la quantité pour que vous puissiez croiser des données et pouvoir vraiment les interpréter. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas faire une mauvaise interprétation, mais on en parlera après, qu'il est peut-être mieux d'ailleurs de faire une complémentarité entre le qualitatif et le quantitatif. Alors, quels outils pour administrer l'enquête? J'ai vu des choses passer, donc je pense que c'est à ce moment-là que ça va arriver. Donc, typiquement, moi, je vous en ai sélectionné 4, mais il y en a plein. Il y en a des gratuits, des payants. Alors, moi, je vous ai sélectionné. Alors, moi, j'avoue que celui que j'utilise, moi, c'est Google Forms. Alors, il est simple, il est facile d'utilisation. Il y a des statistiques en temps réel. Enfin, moi, franchement, je trouve qu'il est assez facile à utiliser et assez intuitif. SurveyMonkey aussi, même s'il y a une partie après qui est payante, il est quand même assez bien. Il y a WebQuest aussi qui est pas mal. Et alors, Createst, c'est vraiment top. C'est un site, en fait, qui recense des exemples de questionnaires par secteur d'activité. Donc là, vraiment, en fonction de vos besoins, il faut absolument, vous pouvez vraiment aller là-dessus et regarder un petit peu ce qui se fait par rapport à vos domaines d'activité. Ça peut être vraiment un bon sourcing et une bonne manière de voir et de pouvoir vous inspirer pour structurer votre questionnaire. Je rebondis juste en parallèle sur ce que disait Pascal. Effectivement, c'est très important justement sur la partie auto-administrée de vraiment bien cadrer les questions parce que effectivement c'est le souci aussi du déclaratif et d'induire des biais. Donc je suis assez d'accord. Comment on analyse ces résultats? Alors, il y a beaucoup d'outils, comme je vous disais juste avant, qui proposent des statistiques en temps réel. Donc, on peut voir en fonction des questions, des gens, des tableaux qui commencent à se dessiner, etc. Donc, ça, c'est assez pratique. Il y a le tableau Excel classique où on inscrit les réponses au fur et à mesure, mais bon, c'est assez fastidieux, mais c'est aussi une technique. Et il y a aussi des applications, des logiciels. Ça, après, j'y connais je suis un peu moins calée là-dessus, donc j'imagine qu'il y a énormément de choses qui se font, hein, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu, mais je ne pourrais pas en sélectionner un plutôt qu'un autre. Ça va vraiment dépendre aussi de vos besoins, de la taille aussi de votre étude, etc. Là, je ne vais pas trop m'attarder, c'est juste pour vous dire quand vous analysez vos résultats sur du quantitatif, faire attention à pas faire que du tri à plat, c'est-à-dire le tri à plat, c'est vraiment vous avez l'ensemble de votre échantillon, vous avez vos réponses, vous vous rendez compte que tant de pourcents vont répondre ça, tant de pourcents vont répondre ça, tant de personnes vont répondre ça. C'est intéressant de croiser justement pour avoir un peu du qualitatif entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir justement dégager des typologies et de croiser ces mêmes données avec des profils types de personnes en lien avec les personnes que vous voulez interroger. Maintenant, on va passer aux études qualitatives. Alors, les études qualitatives, c'est un peu plus complexe parce que c'est un peu plus compliqué à faire notamment en ce moment, mais je vais essayer de vous donner quand même des clés et des pratiques que j'espère vous pourrez mettre en place. Et après, encore une fois, si vous avez vous aussi des idées ou des idées complémentaires par rapport à ce que je dis, au contraire, n'hésitez pas. Alors, quel type de sujet pour les études qualitatives? Alors, ça va être
globalement les mêmes que pour les études quantitatives, sauf qu'on va aller un peu plus en profondeur, peut-être sur des choses un peu plus spécifiques. C'est-à-dire, ça va être un peu plus facile de faire du qualitatif sur du test de concept de communication. Sur du test de signature, on va aller un peu plus en profondeur aussi sur mais alors pourquoi cette signature vous plaît pas ah oui, d'accord, je comprends parce que ça renvoie à telle notion, etc. On va un peu plus creuser. Ça va être des sujets comme l'exploration d'un potentiel sur une innovation produit. Typiquement, voilà, moi je suis une marque de compote, je me suis rendu compte que il y avait peut-être un marché, j'aimerais bien peut-être lancer un produit qui mélange compote et fromage blanc. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'innovation ou est-ce que du coup je me plante complètement là, c'est un exemple d'étude que moi j'ai pu mener dans mon ancien cabinet et on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens oui, ils aimaient bien mélanger la compote et le fromage blanc, mais dans un bol, c'est-à-dire prendre un fromage blanc, de prendre une compote. Et alors, s'il y avait un produit qui mélangeait les deux, mais pas du tout, ils ne seraient pas du tout intéressés. Ils seraient rebutés par la texture, ils seraient parce que les gens, la marque avait déjà engagé des choses pour prétester des choses. Et là, on s'est vraiment rendu compte que non, pas du tout, c'est pas le bon chemin à prendre. Donc c'est vraiment très, très pertinent pour ce genre de problématique, pour récolter de l'expérience utilisateur. Hein, de toute façon, ça, c'est pour recueillir de l'expérientiel, c'est très intéressant. Pour avoir aussi la perception un peu plus approfondie d'une offre de service ou d'une gamme de produits. Effectivement, voilà, il y a tous ces produits-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ce produit-là plutôt qu'un autre? C'est quoi ses points forts, ses points faibles, etc. Enfin, on va vraiment pouvoir aller un peu plus dans le détail. Comprendre vraiment un phénomène de consommation. Autant les études quantitatives, ça nous permet d'avoir une tendance sur il y a ça qui existe, on se rend compte qu'il y a ça qui commence à émerger. Autant les études qualitatives, ça va être vraiment comprendre alors ce phénomène, à quoi il ressemble concrètement, ça va impliquer quoi, à quoi ça ressemble dans le comportemental un peu plus profond. Et là, je vous ai mis aussi un exemple de parcours client en magasin parce que j'ai eu l'occasion d'en faire aussi. Et ça peut être aussi intéressant de voir quels sont les parcours justement dans le magasin en le couplant avec des sensations. Voilà, moi je vais plutôt là parce que je trouve que ici le design est plutôt bien fait. Je trouve que là le parcours client, je comprends pas pourquoi il y a ces produits qui sont ici, donc j'y vais pas. Enfin, d'essayer de mixer un petit peu tout ça. Alors, du coup, c'est pour atteindre quels objectifs les études quantitatives? Alors, les études qualitatives, c'est vraiment, comme je vous disais, pour analyser en profondeur des comportements, pour vraiment aller un peu plus dans le détail sur l'image perçue et voulue de la marque, c'est-à-dire, voilà, concrètement, quand je vous dis boulanger, spontanément, vous pensez quoi? Ah moi, je trouve que c'est une marque justement où il y a pas mal de produits digitaux, où il y a ils sont plutôt un bon service, un service après-vente, le personnel est plutôt qualitatif, etc. Ils vont évoquer un certain nombre de choses. Et peut-être que si moi je suis boulanger, je veux faire une étude qualitative et je me dis voilà, oui, mais mes clients, est-ce qu'ils savent que j'ai un atelier où on recycle des choses et que justement on redonne vie aux objets, etc. Non, ils savent pas. Et pourquoi ils savent pas? Est-ce que c'est parce que je suis pas associée à cette image ou est-ce que c'est parce que c'est juste pas connu donc j'ai pas assez communiqué dessus? Enfin, d'essayer vraiment d'aller un peu plus sur ces terrains-là. C'est l'occasion aussi d'identifier ce qu'on appelle des insights, en fait, des motivations, des motivations d'achat, des besoins vraiment, et pourquoi pas aussi des freins sur des produits, des services, sur peut-être des usages aussi. Peut-être qu'on se dit, tiens, moi demain, j'aimerais bien, sachant qu'on est un peu dans une période où on se dit qu'on va tout digitaliser, peut-être qu'on peut pas tout digitaliser, justement. Peut-être qu'il y a des choses, on a encore besoin d'avoir du lien, qu'on a besoin même si c'est d'une autre manière peut-être que ce qu'on fait actuellement, peut-être que si j'ai moi juste un outil à disposition et que, ok, ça va me permettre de gagner du temps sur certaines choses, mais il va me manquer une relation humaine et ça va peut-être pas être adapté à ce que moi j'attends. Donc ça va être aussi l'opportunité de pouvoir ajuster ça. Effectivement, d'identifier des nouveaux besoins, de perfectionner aussi un outil de communication ou un message en se disant, voilà, typiquement, moi j'ai eu l'occasion de le faire, d'ailleurs, et c'est plutôt assez efficace, et je pense que vous pourriez le faire aussi. Alors après, à distance, il faudrait voir c'est un peu plus compliqué, mais on réunit 8 personnes,
Ça peut être après le confinement d'ailleurs, hein, sur justement voir si votre communication est toujours en lien avec ce que votre cible attend et ce qu'elle comprend aussi de ce que vous faites. Voilà, j'ai envie de tester mon site internet. Bon, ben voilà, vous avez tous un ordi, on ouvre l'ordinateur, on regarde. Voilà, spontanément, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, moi, je trouve que là, du coup, c'est assez clair. Là, par contre, je trouve que c'est pas intuitif. Et pourquoi il n'y a pas ça dans le menu? On pourrait peut-être rajouter cette fonctionnalité, etc. Ça peut vous permettre aussi vraiment de récolter beaucoup de données, justement sur de l'usage, sur de la manière de percevoir aussi des choses, et notamment la communication. C'est vraiment hyper important. Et souvent, on est un peu on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour aussi tester des supports de communication. Ça peut être aussi un vrai levier de le faire par ce biais-là. Et d'évaluer aussi, sans rebond à ce qu'on disait un petit peu avant, d'évaluer aussi l'attachement qu'on a à sa marque par rapport à ses concurrents. Par exemple, voilà, aujourd'hui, connaissez-vous ces marques de jeux de société? Vous faites toute une liste. Parmi ces marques-là, laquelle vous associeriez une image de qualité et vous voyez si vous êtes dans le top 3, par exemple. C'est un exemple, hein, mais c'est vraiment d'essayer de récolter aussi des choses et d'aller un peu plus en profondeur. Mais je vous donnerai après des exemples justement de questions et de comment on peut relancer et comment ça marche un petit peu quand on veut faire un entretien, entre guillemets, qualitatif. Donc, justement, un petit point méthodologique. Alors là, je vais juste passer rapidement sur les 3 méthodes que moi j'ai retenues qui sont les plus utilisées. Elles ont toutes les 3 des intérêts différents. Je vais vous expliquer un petit peu les 3 comment les 3 marchent, mais je pense qu'aujourd'hui, l'entretien semi-directif va être peut-être le plus facile à mettre en place dans le contexte actuel. Donc, on a effectivement l'entretien semi-directif, le focus group, l'observation in situ. C'est vraiment les 3 méthodes qualitatives les plus utilisées. Là, je vous ai juste mis du vocable pour que vous l'ayez en tête, parce que si jamais vous avez envie de passer par un prestataire qui fait ça pour plus tard mener une étude qualitative ou que vous ayez envie de mettre des choses en place, en général, dans les études qualitatives, il y a ce qu'on appelle l'incentive. Alors, l'incentive, c'est comment je donne envie à mon client de participer à mon étude, parce que sachant que c'est des temps beaucoup plus longs qu'une étude quantitative, là, c'est pas 10 minutes, c'est des temps un peu vraiment plus longs. Donc, qu'est-ce que je peux lui proposer pour l'inciter à répondre à mon étude? Alors, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément du chèque classique, ça peut être aussi une carte cadeau, une offre promo, par exemple. Voilà, si vous prenez le temps qu'on échange un petit peu ensemble, je vous offre je sais pas moi, 3 heures de coaching, 10% sur votre prochain achat. Enfin, ça peut être vraiment des choses comme ça. Et les verbatims, c'est vraiment les termes exacts qui vont être prononcés par les participants. Donc, ces verbatims-là, ils vont être essentiels pour vous dans l'analyse parce qu'ils vont vous permettre c'est comme si vous aviez du témoignage client, en fait. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Alors, l'entretien semi-directif. Alors, concrètement, l'entretien semi-directif, c'est un entretien individuel que vous allez, en général face à face, mais on va voir qu'on peut le faire aussi en digital, construit sur des thèmes avec des questions ouvertes et non fermées. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une thématique et votre objectif, ça va être quand même de donner un thème pour que la personne que vous avez envie d'interroger puisse vous répondre. Mais l'idée, ça va être de vraiment la laisser s'exprimer. Et de vous, après, la relancer, bien comprendre que vous avez, bien vous assurer que vous avez bien compris ce qu'elle dit. Mais on va y revenir plus en détail après. Là, je vous montre juste un petit peu comment ça marche. En général, un entretien semi-directif, c'est entre 45 minutes et 1h30. Alors vraiment 1h30 maximum, hein. Déjà 45 minutes, c'est pas mal, mais ça va très vite en fait 45 minutes en fonction de ce qu'on veut récolter comme information, parce que c'est vraiment comme si vous aviez une discussion avec quelqu'un. L'objectif, c'est pas d'avoir un support avec question 1, question 2, question 3. C'est qu'il y ait une suite logique et qu'il y ait vraiment une discussion, un échange. Et donc là, je vous ai mis en fait les thèmes qui peuvent être intéressants pour justement utiliser de l'entretien semi-directif. Donc on a effectivement du comportement sur un objet précis, une expérience sur je vous ai mis sur un mode de transport, mais c'est parce que c'était du parcours utilisateur. Ça peut être, là je vous ai mis des exemples, mais qui sont vraiment une idée, hein. Donc les entretiens semi-directifs, ça s'adapte vraiment à beaucoup de sujets.
Là, je vous ai mis les plus et les moins. Si on devait résumer, les plus, c'est que vous avez vraiment du temps à passer avec la personne pour pouvoir aller en profondeur dans justement ses perceptions. Le côté un petit peu négatif, c'est que même si vous avez un panel très restreint, récolter les résultats, ça peut être parfois un peu complexe. Donc bon, il faut après s'organiser, avoir des méthodologies. Je vais essayer de vous en partager avec vous, mais il n'y a pas vraiment, j'ai pas eu de méthode magique pour le moment. Alors, on a bien sûr le focus group. Alors, le focus group, là, du coup, c'est un peu plus spécifique, même si on peut organiser, changer, en fait, le focus group, en général, c'est quand on réunit 8 personnes dans une salle neutre et qu'on va échanger avec eux, justement, sur justement comment ils se comportent face à un produit, un service, une marque, etc., pour recruter des perceptions et de mixer les visions. C'est l'intérêt du focus group. On peut aussi imaginer qu'en ce moment, on peut créer un groupe privé où on réunit 8 personnes et on échange avec eux. On peut imaginer ça aussi sous forme de visio, où vous animez et en même temps, vous avez des participants qui… Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Donc, même si c'est pas effectivement exactement la même chose, ça peut être aussi fait de cette manière-là. Et en général, du coup, c'est des temps un peu plus longs, entre 1h30 et 4 heures. Vraiment, là, c'est quand vous faites aussi appel à un prestataire qui fait ça, parce qu'en général, l'intérêt du focus group et le danger qu'on peut avoir quand on le fait soi-même, c'est qu'on n'a pas la prise de hauteur. Donc, il faut faire attention à pas interpréter ce que les gens vont dire et à pas justement mettre du biais. Donc, en fait, effectivement, les plus, c'est qu'on a vraiment une richesse de perception et de vision. Par contre, les participants ont un temps un peu plus limité que quand on fait des entretiens semi-directifs. Donc, il faut gérer la parole des participants. Donc, ça, c'est le côté un peu négatif, mais après, c'est des choses qui s'apprennent. Il suffit d'avoir des petites techniques. L'observation in situ, tout simplement, c'est, je vois un petit peu dans les échanges, c'est comment on peut observer un petit peu son client en situation d'achat ou de consommation. Alors, dans le contexte actuel, on peut faire ça sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire aller sur des forums thématiques sur les sujets qui nous intéressent et voir ce que les gens disent, comment ils échangent, aller sur des communautés de marques pour voir, voilà, mon concurrent, il a créé une communauté là-dessus, moi, je veux pourquoi pas me mettre dans cette communauté-là, discuter un peu avec les gens, voir un peu ce qui se dit, éplucher un petit peu tous les avis clients qu'il y a sur Google et sur les sites spécialisés et faire le client mystère. Alors, faire le client mystère, si on peut pas le faire nous, on peut solliciter quelqu'un de son entourage et lui dire, voilà, écoute, moi, j'aimerais bien, par exemple, je sais pas, on veut tester un service de livraison, on veut tester une expérience en magasin ou enfin sur n'importe quel sujet, on peut très bien dire, voilà, écoute, est-ce que tu pourrais justement aller un petit peu là-bas et voir un petit peu comment ça se passe pour que moi je puisse un petit peu me comparer et essayer de voir un petit peu, de sentir un petit peu l'expérience proposée aussi ailleurs pour que vous puissiez construire la vôtre. Et aussi identifier là où vous voulez aller et là où vous voulez pas aller. Donc, c'est pas toujours évident de faire le client mystère, mais on peut le faire, on peut quasiment quand même le faire maintenant sous différents angles et même de manière détournée, rien qu'en observant et en essayant de s'intégrer dans des communautés de marques notamment. Donc là, je vous ai vraiment, là, on va passer, je vais juste vous décrire un petit peu sur le process classique en fait quand on veut administrer une étude qualitative. C'est la même méthode que ce soit l'entretien semi-directif ou le focus group, pardon. Donc, il va falloir sélectionner sa cible. Alors, comme on disait juste avant, contrairement aux études quantitatives, là, on va vraiment sélectionner un panel très restreint. Donc, on va prendre le même principe, c'est-à-dire, voilà, qui je vais écouter, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, situation familiale, lieu d'habitation, usage ou habitude de consommation, en fonction de ce qu'on veut avoir comme données. En général, vraiment maximum 30 personnes parce que c'est du qualitatif. Qualitatif, c'est de l'hyper-ciblage. Donc, c'est-à-dire que si on a bien fait son ciblage, normalement, c'est déjà 30 personnes. Déjà, si on en a 15, ça peut être déjà pas mal. Donc, parce que c'est tellement ciblé que vous allez vraiment aller dans le détail et que ça va être vraiment de la donnée hyper qualitative. Alors souvent, on essaie de mixer pour que ce soit intéressant des consommateurs et des non-consommateurs. C'est-à-dire ça peut être des clients à vous et des non-clients pour justement avoir un petit peu, et des clients de vos concurrents notamment pour avoir un petit peu un état des lieux et de voir un petit peu pourquoi ces non-clients ne vont pas chez vous et pourquoi ils vont chez les autres.
Mais ça peut être aussi effectivement des gens qui sont adeptes d'un certain type d'usage, par exemple des gens qui sont pro-digital, des gens qui ne sont pas du tout dans le digital, pour essayer, pourquoi pas, d'analyser des besoins. Et alors, ce que je vous incite fortement à faire, en tout cas être vigilant là-dessus, c'est quand vous avez des personnes qui sont directement professionnels du sujet. Par exemple, je sais pas, on prend l'exemple du marketing, hein, qui est assez classique. Voilà, vous faites une étude, c'est un professionnel du marketing, vous voulez tester quelque chose, vous voulez tester un support de com. Bon, ben, il va avoir un œil marketing et ça peut induire un biais. Alors, sur l'entretien semi-directif, c'est un peu moins dérangeant parce que les gens vont être comment dire, interrogés séparément, mais quand on fait du groupe, il faut vraiment faire attention. Donc là, je vous ai mis vraiment un exemple de profilage. Vous pourrez prendre le temps de regarder. C'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on veut vraiment faire du profilage en qualitatif. Le guide d'animation. Alors, le guide d'animation, c'est vraiment le support qui va vous servir pour justement administrer votre étude et récolter votre information. Donc, c'est vraiment le fil rouge de votre étude. Donc, il doit être complet et très précis. Timer son guide, c'est vraiment, c'est-à-dire, vous vous dites, voilà, sur cette partie-là, je vais y passer, allez, 20 minutes maximum, parce que sinon, vous allez vous faire déborder. Il faut vraiment que ce soit calé, parce que si vous annoncez 45 minutes à quelqu'un, il ne faut pas que ce soit 1h30. Donc, vraiment, et du coup, ça va vous forcer aussi à aller à l'essentiel dans ce que vous voulez récolter comme information. Catégoriser par thématique, pour avoir des repères de lecture, mais je vous montrerai un exemple. Et vous avez aussi un exemple en annexe de guide d'animation pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, d'entretien semi-directif, justement, et d'intégrer toutes les questions de relance. Donc, on va aller en détail un petit peu plus après. Alors, concrètement, comment ça se présente, un guide d'animation? Alors, il y a souvent ce qu'on appelle les usages et attitudes. Donc, en fait, on va partir sur de l'exploratoire. Donc, vraiment, on va se dire, ben voilà, si on veut, admettons, étudier l'image d'une marque, on va dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, quand je vous dis cette marque-là, spontanément, vous me dites quoi? Ah, vous me dites ça, ok, d'accord. Mais alors, pourquoi ces mots-clés? Pourquoi ces adjectifs-là? Bah, parce que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Donc, pour moi, c'est qualitatif parce que le personnel est toujours souriant, parce que voilà, parce que du coup, le service après-vente est performant, etc. On va aller un peu plus en détail là-dessus. On va essayer ok, d'accord, on a bien cerné, on s'est bien immergé dans le sujet. Maintenant, on va explorer des hypothèses. Donc, on va dire, ben voilà, si demain, moi, je décide en tant que marque d'aller sur un terrain complètement différent que ce que je fais ou d'avoir une offre complémentaire par rapport à ce que je fais actuellement, comment les gens réagissent, donc notamment le test de concept ou d'hypothèse. Voilà, si je vous présente ça comme concept de communication, qu'est-ce que vous en pensez comme ça spontanément? Ah non, bah alors moi pas du tout. Moi je trouve que le message il est pas clair. Ah oui, ça au contraire, je trouve que c'est bien. Mais si on pouvait mixer les deux pistes, ça pourrait être intéressant, etc. Donc on va vraiment essayer d'aller en profondeur là-dessus et de se glisser dans la peau des participants pour vraiment essayer de comprendre vraiment ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils vivent, et d'aller un petit peu plus loin, de toujours proposer dans son guide, voilà. Et dans l'idéal, si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi le service idéal par rapport à ce sujet-là? Ce serait quoi l'offre de coaching idéale en digital? Ce serait quoi l'offre de livraison idéale? Est-ce qu'il y aurait, je sais pas moi, un packaging particulier? Est-ce qu'il y aurait une relation spécifique avec le livreur par rapport au portable, par rapport au mail pour soi, etc. Je sais pas, plein de choses à imaginer. Donc là, je vous ai mis un exemple de guide en fait. C'est vraiment un exemple factice que j'avais créé, mais c'est pour vous montrer un peu la dynamique. Là, c'était une étude sur le moment de l'apéritif, avec un focus marque sur la marque Curly. Moi, je m'étais dit, voilà, je suis Vico, je suis Curly, j'ai envie de savoir comment les gens voient le moment de l'apéritif et comment ma marque s'inscrit là-dedans. Donc, il y avait toute une partie sur usage et attitude sur le moment de l'apéritif. C'est quoi un apéritif? Si vous deviez me donner une définition, ce serait quoi? S'il y a des apéritifs différents, en famille, entre amis, en couple, pourquoi je sors des biscuits apéritifs pendant l'apéritif? Est-ce que c'est associé à une boisson, à un moment spécifique? Enfin, vraiment, essayer vraiment d'aller dans le détail et de tout décortiquer. Ensuite, pourquoi je sors spécifiquement des Curly pendant l'apéritif? Avec qui? Pourquoi? Et si je prends pas ça, qu'est-ce que je prends? Il y a l'original, mais est-ce que ça vous arrive de consommer d'autres produits de la gamme? Est-ce que vous les connaissez? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a toujours une partie synthèse et prise de congé pour encore réaffirmer que vous avez bien compris ce que les gens voulaient vous dire. Donc, typiquement, c'est bon, très bien, vous m'avez dit plein de choses, je vous en remercie. Si je devais retenir 3 choses essentielles sur ce que vous m'avez dit, ce serait quoi?
Et moi, je rajouterais, ce qui est toujours plutôt pas mal dans ce genre de support, c'est « et si vous aviez un conseil d'amis à me donner, ce serait quoi ?» ou à donner à cette marque-là, ou si vous aviez un conseil d'amis de manière générale. Ah ben voilà, moi je pense que ce serait intéressant de proposer tel type de service ou de produit, etc. Alors, comment on administre ce type d'études? Eh ben, il y a effectivement le face-à-face, classique, sauf que en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça reste la méthode la plus efficace quand même sur la partie qualitative. L'observation in situ, sur le terrain aussi, par téléphone ou par visioconférence. Vous pouvez très bien imaginer aujourd'hui que vous fassiez des entretiens comme ça par visioconférence, ça se fait très bien. Par mail, par contre, du coup, par mail, ça revient un peu à de l'auto-administré, donc c'est un peu moins efficace, mais des fois, on n'a pas forcément le choix. Donc, ça peut être aussi mixer du mail avec de la visio pour pas que vous ayez que ça. Et puis après, sur les réseaux aussi, créer, comme je vous disais, pourquoi pas, des communautés avec un groupe restreint de personnes, échanger aussi, faire cette méthode-là, mais justement par chat. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais j'avoue que la visioconférence reste quand même le moyen un peu plus efficace parce que vous avez les gens et c'est quand même pas pareil de pouvoir quand même ressentir aussi les choses. Donc la durée est effectivement variable en fonction de la méthode choisie. Et alors, il faut bien penser justement à comment on va retranscrire ces verbatim-là, comment on va avoir une trace de ce que les gens vont nous dire. Donc effectivement, quand on est sur du chat, on se dit, bon ben voilà, j'ai la trace écrite, donc c'est assez pratique. Quand c'est de la visio, il faut imaginer enregistrer quelque chose afin que vous ayez une trace, parce que prendre des notes en parallèle, c'est très compliqué. Après, on fera comme on peut, mais effectivement, il faut quand même penser à cette matière-là, parce que ça va être la matière, votre matière que vous allez avoir. Et quand on est en train d'écouter quelqu'un, par expérience, on retient à peu près un quart de ce que les gens vont nous dire. On a l'impression qu'on a tout compris. Et quand on se repasse le fil, on fait « Ah, mais oui, il m'avait dit ça, ça, ça et ça, et j'avais pas forcément fait attention. » Donc, c'est vraiment des points de détail très, très importants. Alors, les bonnes pratiques d'animation, vous pourrez prendre le temps de regarder un peu plus, mais c'était juste pour vous dire, voilà, pour mettre aussi à l'aise la personne que vous allez interroger. Voilà, dire, voilà, c'est bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on est là pour vraiment échanger ensemble. L'idée, c'est pas d'avoir des informations précises sur quelque chose, c'est d'avoir vraiment le ressenti de la personne. Et les questions de relance, c'est clairement, vous posez une question, et puis quoi d'autre, mais encore, qu'est-ce que vous pourriez encore me dire pour justement aller un peu plus purger, entre guillemets, aller vraiment jusqu'au bout de ce que la personne a à vous dire pour ne pas passer à côté d'informations. Donc, comme je vous disais juste avant, toujours reformuler. Si je comprends bien, quand vous me dites ça, c'est bien ça que je comprends, notamment, moi je trouve que l'offre, elle est très accessible. Alors, attendez, si je comprends bien, quand vous me dites accessible, c'est que c'est parce elle a une bonne attractivité prix. Ah oui, d'accord, ok. Donc, j'ai bien compris ça. Donc, vous savez que quand la personne dit ça, c'est dans ce sens-là et c'est pas accessible dans un autre sens. Donc, c'est quand même très important aussi à identifier. Et après, juste varier les questions. En fait, là, c'est un exemple. Si on fait du test de marque, la marque X, c'est quoi finalement pour vous? Et si on devait donner 3 adjectifs pour la qualifier, vous me diriez quoi? C'est une autre manière, en fait, d'avoir l'information, mais de pas toujours poser les questions dans le même sens et sur le même mode. Sur l'analyse des résultats, écoutez, je n'ai pas de méthode miracle. Moi, clairement, je prenais une feuille par profil, une couleur, et je me disais, en tout cas, par exemple, si vous avez une typologie type, admettons 18-25, femme 18-25, homme 18-25, je dis une bêtise, vous mettez une couleur pour chaque. Et vous notez en fait les verbatim, tout ce qu'on vous a dit, etc. par rapport aux catégories que vous avez fait dans votre guide d'animation. Et vous allez essayer au fur et à mesure. Quand vous voyez, il m'a dit 3 fois bien-être. Bon, bien-être, je sais que ça a été dit tant de fois, et vous essayez de catégoriser au fur et à mesure. Un peu comme un mind mapping ou un peu comme c'est ça, c'est une cartographie en fait où vous faites des ensembles. Et une fois que vous aurez tout ça, ça vous permet de dégager des thèmes et des axes et des fils rouges en fait. Donc, j'ai pas de méthode miracle, mais le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de bien segmenter pour pas tout mélanger et être sûr d'avoir la bonne information. Alors, il y a ces 2 méthodes d'études. Maintenant, moi, je ne pourrais que vous conseiller de faire vraiment une complémentarité entre les deux. C'est-à-dire, il y a 2 cas de figure. Soit on part d'une étude qualitative pour faire un bilan de marque,
un test de concept, une immersion, etc. Et on effectue une étude quantitative pour valider ces hypothèses. C'est ce qui est souvent d'ailleurs pratiqué. Et c'est vrai que c'est assez efficace parce que ça vous permet vraiment de croiser les données. Ou alors on part d'une étude quantitative et on se dit, tiens, je me rends compte avec mon étude quantitative que j'ai des typologies qui ressortent et j'aimerais bien aller un peu plus en profondeur sur ces typologies-là. Donc, j'aimerais bien essayer de comprendre un peu plus leur comportement. Alors sur l'exploitation des résultats, vraiment, il faut vraiment faire attention à pas acter des choses avec une seule étude. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croiser des données avec tout ce que vous avez sous la main. C'est-à-dire à la fois de l'information sur l'étude de marché, sur tout ce que vous avez pu repérer sur les sites qu'on a cités précédemment, toutes les données que vous avez vous aussi dans vos entreprises, vos outils de pilotage, les retours que vous avez de témoignages clients, enfin, de vraiment mixer tout ça et d'essayer de prendre le temps de vous poser, de digérer un peu tout ça et de vous dire, OK, concrètement, dans tout ce que j'ai fait pour l'instant dans ma récolte de données, il y a ça qui converge, il y a ça qui diverge, et d'essayer vraiment de prendre le temps et de pas partir bille en tête pour justement partir peut-être pas dans la bonne direction, parce que c'est pas parce que dans une étude quantitative vous vous rendez compte qu'il y a un réel intérêt pour il y a une réelle émergence d'un besoin, pardon, que c'est forcément maintenant tout de suite et que il faut savoir comment y aller, et comment y aller en général, c'est vrai que le qualitatif permet de faire ça. Donc les deux sont vraiment très complémentaires. Donc en conclusion, je dirais que le quantitatif, ça sert vraiment à mesurer. Le qualitatif, ça sert vraiment à qualifier. Plus votre ciblage sera précis et plus l'étude sera efficace. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas hésiter non plus à ouvrir l'étude à toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a nos consommateurs, nos cibles, nos prospects, qui sont bien sûr au cœur de notre stratégie. Mais il y a aussi, quand on a une équipe, nos collaborateurs, qui peuvent aussi très bien avoir plein d'idées et avoir aussi, ça peut être l'opportunité de dire, voilà, dans l'état actuel des choses, admettons, on parle du télétravail, c'est une bêtise, hein. Écoutez, voilà, est-ce que si on met ça en place, vous trouvez ça intéressant, pertinent, oui, non, etc. Alors pas forcément, alors, soit en quanti, en quali, enfin après on peut aussi mixer les deux, mais ça peut être intéressant aussi d'intégrer ces parties prenantes-là et les partenaires aussi, et de leur dire, ben voilà, écoutez, est-ce que si demain, qu'est-ce que vous penseriez si demain la marque X allait sur ce terrain-là, etc. Ça peut être aussi très intéressant. Donc, dans l'idéal, effectivement, mixer entre les deux types d'études, ça permet d'avoir des résultats pertinents et plus facilement interprétables. En tout cas, avec un peu, plus on a de données et plus on est en mesure de savoir dans quelle direction on peut aller. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais échanger avec vous. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder tout le fil des questions pour regarder après. Je voulais juste vous dire qu'en annexe, je vous ai mis justement un exemple de guide d'animation vraiment complet avec voilà, comment c'était catégorisé, quel type de questions on peut poser, etc. Donc, j'espère que ça pourra vous servir. Et si jamais il y a des besoins, je pourrais aussi échanger avec vous si jamais vous voulez préciser des choses par rapport à ces sujets-là. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, de tous ces bons conseils. Encore beaucoup d'éléments à retenir. Damien va nous mettre, je pense, le lien de la présentation. Voilà, tout de suite, c'est fait. Pour que vous puissiez effectivement, surtout pouvoir revoir un peu l'ensemble des méthodologies et des conseils qu'elle nous a divulgués tout au long de ce webinaire. Comme je l'indiquais, on aura un webinaire qui sera très en lien la semaine prochaine, mercredi prochain, sur l'observation client avec une de nos collègues de Laval Mayenne Technopole, Charlotte Duval, qui, je crois, faisait partie effectivement des auditeurs aujourd'hui pour ne pas faire de redondance avec ce que l'on a vu aujourd'hui et apporter des nouvelles façons de faire. Charlotte étant aussi une spécialiste de design thinking, donc voilà, ça sera des façons d'aborder totalement
complémentaires. Donc, vous avez l'ensemble des webinaires qui est toujours en modalité d'inscription. Attention pour celui de demain, car on approche les 100 inscrits. Et pour le coup, c'est sur la cybersécurité et sur notamment les choses à penser avant le déconfinement et le retour des salariés effectivement dans les entreprises. Donc là, si vous vous êtes inscrit, que soyez bien à l'heure parce que seuls les 100 premiers présents seront acceptés dans l'auditoire. Voilà. Et vendredi, effectivement, on aura un autre webinaire, cette fois-ci sur les aides de l'État, avec la présence de la Banque de France notamment. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions sur l'ensemble des dispositifs, ils seront là pour vous répondre. Voilà. Eh bien, merci à nouveau, Émilie. Merci à vous tous. J'espère que ça vous aidera, en tout cas. Je pense aussi, j'espère aussi. Hein. Ah, si on avait une petite question, quelle différence y a-t-il? Attends, je l'ai perdu. Voilà. Avec ces méthodes et une étude de marché. Oui. J'ai lu un peu les échanges. J'ai vu un petit peu le retour de Gilles. Effectivement, c'était plus l'idée de dire comment étudier son marché avec ces deux méthodes, en fait. Voilà. Pour dire qu'effectivement, on a l'étude de marché. En fait, ça fait partie des méthodes qu'on utilise pour faire une étude de marché. C'est plutôt les méthodes intégrées dedans. Voilà, c'est des outils justement pour réaliser son étude de marché et pour réinterroger effectivement l'ensemble de ces variables, notamment aujourd'hui, parce que les choses changent, les choses évoluent et qu'il est très important de se préparer à réinterroger un peu l'ensemble de nos variables en fait. C'est ça. Je vous remercie à tous à nouveau de votre présence. Merci à nouveau à Émilie et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.